¿Qué onda Mexico? Bonsoir les amis, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Alors aujourd'hui c'est une spéciale Querétaro. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Santiago de Querétaro, nous sommes à 300 km de la ville de Mexico, sur la zone nord-ouest, donc pas très loin de la capitale. Et sur la route en fait qui part sur les États-Unis, Querétaro a toujours été une ville de transit et d'échange avec les États-Unis et l'ouest du Mexique. Alors aujourd'hui c'est une spéciale parce que nous allons découvrir à travers la communauté française l'activité économique, l'activité culturelle, la vitalité de cette ville et puis aussi son savoir-vivre et le bon vivre qu'il y a à être dans une ville absolument extraordinaire, en plein boom économique et en plein dynamisme qui s'appelle Querétaro. ¿Qué onda Mexico? Donc pour commencer cette excellente soirée et ce spécial Querétaro, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le consul honoraire de France ici à Querétaro qui n'est autre que Alexandre Glou. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, et bienvenue sur l'émission, ça fait vraiment très Merci. plaisir de te voir. Alors pour plaisir. commencer un petit peu cette émission, nous faire un petit panorama de ce qu'est la communauté française ici à Querétaro. C'est une communauté donc on a vu extrêmement dynamique, on va en parler tout à l'heure sur le point de vue culturel, économique, social, etc. Il y a combien de Français ici sur Querétaro? Alors, au niveau des inscriptions, j'ai sur le registre des Français, j'ai à peu près 750 Français inscrits. D'accord. Donc, on considère qu'il y en a environ 1600 à 2000. D'accord, donc à peu près le double qui sont véritablement Voilà. ici Exactement. dans la région. Voilà. Alors toi, tu es arrivé ici au Mexique Alors, moi, je suis arrivé il y a 8 ans il y a 8 ans, d'accord. pour le travail, puisque je suis consultant en gestion de patrimoine, spécialisé auprès des Français. J'avais un cabinet à Pau que j'ai vendu et puis je suis venu ici. Donc toi, tu es béarnais. Voilà, je suis béarnais. Et donc voilà, je viens des Pyrénées. Ouais. Et donc je suis arrivé ici, pourquoi ici à Querétaro? Simplement parce que le PDG du groupe pour lequel je travaille est un ami et à chaque fois il me tannait pour les rejoindre et puis un jour j'ai dit oui en 2010 et je me suis installé en 2011. Tu es venu au Mexique mais tu as trouvé également une nouvelle compagne Voilà. et puis l'amour de ta vie finalement. Voilà, exactement. D'accord. Qui est de Querétaro. C'est une Querétane, D'accord. moi pur et dur. Tu es consul depuis combien de temps? Alors je suis consul depuis 2 ans. Et donc mon rôle consiste à protéger mes compatriotes. Tes concitoyens. Donc ouais. ça passe par avoir beaucoup de relations avec les autorités mexicaines, Bien sûr. de façon à me faire aider si on a des problèmes. Et puis c'est aussi l'état civil, remettre les passeports. Il y a un rôle administratif, bien évidemment, Voilà. De Signature. liaison avec le consulat général. Signer les procurations. Et puis de représentation par rapport aux autorités locales. Voilà. Depuis quelques années, il y a eu un boom économique, un boom démographique ici sur la zone, sur Querétaro, la ville et sur l'état de Querétaro. Il y a énormément d'entreprises françaises qui sont présentes ici. Ça représente quoi, combien d'entreprises? Au niveau des entreprises, il y a à peu près 60 entreprises françaises. Alors ça va de la grosse entreprise Oui. à la plus petite, à l'indépendant, chef cuisinier, un peu de... D'accord. Alors les grands groupes? Les grands groupes, nous avons Airbus, Safran, Eurocopter, Le Bélier, Duquesne, enfin toutes ces grandes entreprises. Ah oui, d'accord. Et Voilà. donc ils viennent Michelin avec leurs aussi. sous-traitants et qui sont de moyennes entreprises, des PME, Voilà, mais qui exactement. sont assez nombreuses. Voilà. Donc à peu près 60 entreprises. 60 entreprises. D'accord, on va en parler tout à l'heure avec la Chambre de commerce franco-mexicaine, qui est le Capítulo Bajío, qui est nouvelle. Tu as fait partie justement du processus de création de cette chambre. Ouais, j'ai fait partie de la première équipe qui a créé la chambre de commerce. D'accord, il y a combien de temps? Il y a en 2013. En 2013, donc Ouais. c'est une jeune chambre. Oui, parce qu'il n'y avait rien avant ici pour Non. se réunir, tout ça. D'accord, Donc, mais très dynamique. Oui, très dynamique. Oui, Très, ça, très c'est dynamique. vraiment, ouais. Parce que je crois savoir qu'il y a à peu près 120 membres aujourd'hui. Oui, on a d'accord. commencé Donc, vraiment, extrêmement dynamique. Oui. Dans d'autres secteurs, par exemple le côté social, le côté éducatif ici sur Querétaro. Alors au niveau de l'éducation, il y a le lycée français, international Jules Verne, Ouais, qui a été initié par le projet par l'ex-consul honoraire, Cécile Charonel. d'accord. Et On va en qui est parler un- tout à l'heure puisqu'elle sera Ouais. invitée sur l'émission. Qui est un superbe lycée. Magnifique, on l'a visité hier, c'est absolument splendide. Et qui va chaque année croissant au niveau des inscriptions Ouais, d'accord. et au niveau aussi des niveaux d'études. Donc ça, c'est vraiment un plus pour venir s'installer ici à Querétaro, puisque des lycées, il n'y en a pas partout. On en a un sur Mexico, Guadalajara. Il y a le lycée Molière à Cuernavaca, qui est une petite dépendance, disons, du lycée de Mexico. Le 4e lycée étant celui de Querétaro. C'est une chance. C'est une chance pour les familles d'avoir un établissement comme celui-là. C'est sûr.
D'accord. Et puis même pour les Mexicains, parce que les Mexicains aiment beaucoup la culture française. Oui, bien sûr. Et donc il y a beaucoup d'inscrits mexicains. Oui, il y a un savoir-faire par rapport à l'éducation Voilà, qu'apprécient exactement, les Mexicains, ce qui a fait la renommée, disons, des lycées de Mexico. Ouais. Et au niveau culturel, donc la présence de la France ici sur Querétaro. Alors au niveau culturel, ici déjà de la part des Mexicains, c'est énorme parce qu'on a une quinzaine de musées avec entrée gratuite, il y a beaucoup d'expositions. Il y a un vrai réseau culturel mexicain et français. Et après au niveau français, il y a l'Alliance française. L'Alliance française. Qui avec Yann qui est arrivé il n'y a pas longtemps, le nouveau directeur là, qui est un professionnel de la communication et de la culture, et qui travaille beaucoup maintenant avec le secrétariat de la culture mexicaine. D'accord. De l'État. Et l'Alliance française, c'est beaucoup d'étudiants aussi. Il y a beaucoup d'étudiants, qui viennent apprendre le français, tout ça. Après, il y a les échanges, tout ça. Je crois qu'il y a une association francophone. Oui, il y a le centre francophone aussi. Le centre francophone. Je suis toujours membre, mais j'ai fait partie du bureau aussi, parce que j'ai des trésoriers. Ouais. Et le centre francophone, oui, son rôle, c'est d'accueillir les expatriés, tout ça, puis d'organiser les... Donc c'est un petit peu comme Mexico Accueil, une association d'entraide familiale et puis d'accueil des expats. Voilà, il y a des sorties, groupe, il y a des repas. Intégrer les gens dans la culture locale. Exactement. Etc. Alors Querétaro, c'est un état intéressant, d'une part parce qu'il est très proche de la ville de Mexico, d'autre part parce qu'il y a une activité économique très forte. Donc, bien évidemment, on y trouve du travail. Et puis, on est dans un état aussi qui a toute une zone au niveau tourisme qui est fabuleuse, puisque quand on va sur le nord de l'état de Querétaro, on arrive dans la biosphère de la Sierra Gorda, avec des lieux absolument magiques, et on se retrouve dans une faune absolument incroyable. Toi, tu connais bien cette zone-là. Qu'est-ce que tu recommandes comme endroit, notamment pour visiter? Pina de Amores, tous ces villages-là. Voilà. La Sierra Gorda, c'est... Bernal, Jalpan, il y a Tequisquiapan. Tequisquiapan. Alors Tequisquiapan, c'est encore une spécificité, c'est que c'est la ville ici dans l'état de Querétaro où il y a une production de vin et de fromage importante. Donc ça doit te plaire. Ah oui, tu dois vraiment bien connaître. Oui, c'est tous les fromages, c'est vrai. D'accord. Et puis en plus, il y a des bons pinards. Oui, ici dans le... L'autre jour, on me parlait d'un Tequisquiapan, d'un petit producteur qui s'appelait San Juanito. San Juanito. Oui, San Juanito. Alors on en a parlé, mais je n'ai pas encore goûté, mais on m'a dit que c'était très bon. San Juanito, c'est un très bon vin. Et justement, je l'ai eu comme patrocinador, comme sponsor pour le 14 juillet. Ah, pour le 14 juillet. Il nous a fait le plaisir de... Donc toi, tu organises aussi le 14 juillet chaque année? Voilà, chaque année. Enfin là, je l'avais fait pour la première année. Cette année? Cette année. D'accord. Et on a fait un 14 juillet dans la tradition avec les hymnes, les personnes... officielles, mais il y avait des stands. Il y avait des stands tout autour, un peu comme style kermesse. D'accord. Et donc les gens sont venus, les Français, cuisiniers, tout ça, pâtissiers. Le lycée avait un petit chariot, c'était sous forme de chariot. D'accord. Et tout le monde a été content. Ça a permis de réunir toute la communauté, c'est-à-dire à la fois des expatriés et aussi des personnes âgées qui sont là depuis longtemps. Oui, ça c'est bien. Qui se voyaient générationnels. Voilà, qui ne se voyaient plus depuis quelque temps. Et ça leur fait plaisir de découvrir un peu tous les jeunes, quoi. Donc tout à l'heure, on va recevoir aussi des jeunes qui sont installés ici sur Querétaro, qui vont nous parler un petit peu de leur expérience. Et puis c'est une interview assez intéressante avec tous ces gens qui vivent ici, qui vivent Querétaro au quotidien. Mais écoute, merci Alexandre, merci un peu pour toutes ces informations. Ça fait très plaisir de t'avoir. Et puis bon, on va avoir l'occasion de pouvoir discuter avec tous ces gens pour alimenter un petit peu l'émission sur cette soirée de Que Onda Mexico. Gracias. Que onda Mexico, donc pour cette spéciale Querétaro, nous sommes ce soir également avec notre ami Yann Lapoire, directeur de l'Alliance française de Querétaro. Bonsoir Yann. Bonsoir Alain. Et puis merci encore pour cette invitation, puisque c'est en fait l'Alliance française et Yann qui a eu l'initiative d'organiser cette soirée networking avec Que onda Mexico. Donc nous en sommes très heureux puisque nous avons eu le plaisir de passer 2-3 jours ici dans cette merveilleuse ville de Querétaro. Alors Yann, tu es le directeur de l'Alliance française, c'est toute une institution, l'Alliance française ici au Mexique et à Querétaro en particulier. Ça fait combien de temps que tu es ici? Alors moi je suis directeur de l'Alliance française depuis 2 ans. D'accord. Et tu connaissais le Mexique avant? Pas du tout, c'est une complète découverte. D'accord. Alors on est sur une capsule culture et donc tu as pris l'initiative d'avoir des invités pour parler un petit peu de l'environnement culturel et langue. Effectivement, les 2 missions principales d'une Alliance française, c'est bien évidemment la diffusion de la culture et de la langue française. Donc j'avais envie d'avoir avec nous
un de nos partenaires de choix sur le volet des langues, qui est donc l'Université autonome de Querétaro avec Delphine Pluvinet, qui travaille donc à la Facultad de Lenguas y Letras, et Papus Van Sanger pour le volet culturel, puisque c'est le directeur du musée d'art contemporain, avec lequel on travaille beaucoup. D'accord. Alors, ton activité en tant que telle à l'université de... Je m'occupe de tout ce qui est la formation des futurs professeurs en langue française. D'accord. Et puis aussi d'une maîtrise, une forme également des personnes intéressées par l'enseignement des langues. D'accord. Bien sûr, tout ce qui est le développement de la langue française, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément au niveau de l'université. D'accord. Et donc, cette mission que tu as au sein de l'université, ça fait déjà un moment que tu y es Ben écoute, je disais tout à l'heure 20 ans au Mexique, mais ce sont 24 ans au Mexique et 20 ans que je suis sur l'université. D'accord. Donc il y a 20 ans, Querétaro, c'était autre chose, je veux dire. Il y a 20 ans, Querétaro, c'était vraiment, pour te dire, quand je suis arrivée, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je suis arrivée dans un petit village. Ouais. Et puis, non, on commence à prendre un petit peu nos repères. Ouais. Et puis, ça a tellement grandi, même pour tout ce qui est le français, aujourd'hui, que le Querétaro d'il y a 20 ans n'est plus le Querétaro. Oui, donc il y a eu un boom économique, un boom démographique, un boom d'infrastructures depuis 15 ans. Donc toi, tu as vécu tout ça. J'ai vécu tout ça, et puis même au niveau de la langue française. Ouais. Il y a 20 ans, on s'intéressait à la langue française pour tout ce qui était l'élégance de la langue, Ouais. le côté littéraire, etc. Aujourd'hui, quand on parle de la langue française, c'est un moyen de voyager, un moyen au niveau professionnel où ça nous ouvre des portes, et puis pour les jeunes d'aujourd'hui de connaître autre chose, une autre culture, une autre structure aussi économique, qui leur favorise un petit peu ces échanges avec d'autres pays francophones, pas seulement la France. En fait. D'accord. Alors l'Alliance française, elle a une mission culturelle, elle a une mission d'apprentissage de la langue. Vous êtes concurrents sur ce secteur ou il y a des spécialisations qui se font? Non, on n'est pas concurrents, on est plutôt complémentaires, je pense, parce qu'il y a suffisamment de demandes ici pour qu'on puisse répondre à tous ceux qui ont envie d'apprendre le français. Et puis je crois aussi qu'on est sur des territoires un peu différents, avec des publics un peu différents. Et puis on travaille ensemble aussi. Donc nous, avec l'université. C'est vrai que depuis que Yann est arrivé, on a beaucoup travaillé, on a fait pas mal de partenariats, aussi bien pour nos étudiants qui sont en formation de professeurs, qui ont besoin de faire de pratique. On est toujours ouvert, et je pense que ce que disait Yann tout à l'heure, c'est vrai, on se complémente parce qu'on travaille tous les deux dans un territoire un petit peu différent. Moi, c'est plus formation des profs. Nos profs aussi ont besoin de se former en langue. Les élèves que vous avez en formation, ce sont des Mexicains Alors, principalement que des Mexicains Que en des fait. Mexicains, Que des d'accord. Mexicains. Et donc ces Mexicains qui apprennent le français, ils font une formation également peut-être en France il y a une Tout à fait. continuité, Ils peuvent partir en mobilité, par exemple, Ouais. faire un échange, partir pour faire un stage de choix. C'est-à-dire que beaucoup d'eux se développent dans les écoles, aussi bien primaires, collèges, même universitaires, et puis dans des institutions privées, des petites écoles. En fait, au niveau national, nous sommes 17 universités à proposer la licence en français. C'est vrai qu'au niveau de Querétaro, on fait partie des dernières licences qui proposent cette formation en français. D'accord. Et puis après, au niveau de la maîtrise en enseignement, on est 5-6 universités qui proposent cette option au niveau de la République. Alors c'est vrai que c'est parfois méconnu, mais comme justement on disait tout à l'heure que le monde du français a changé, on a besoin de professeurs formés. Ce qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. On avait fait un voyage en France, on devenait professeur. Aujourd'hui, le profil d'un prof a énormément changé, d'où aussi le besoin de l'Alliance pour faire passer des examens reconnus internationalement, dont besoin donc, vous vous formez et l'Alliance française valide les diplômes ou il y a... Oui, parce qu'il y a l'idée du DELF et du DALF. D'accord, donc il faut passer des examens. L'Alliance française est le seul centre d'examen sur Querétaro, donc de toute façon on arrive toujours à recevoir des élèves qui, après leur formation, viennent effectivement valider leur niveau pour ensuite se permettre de partir en France ou simplement de valider des connaissances acquises tout au long de leur cursus. Alors à l'Alliance française, vous avez des professeurs mexicains qui enseignent le français. Oui, d'ailleurs, ça vous arrive? C'est plutôt la majorité en fait. Ah bon? On a plutôt 75% de professeurs qui sont mexicains. Et nous, ce qu'on défend, c'est d'abord la formation des professeurs et d'abord le métier de professeur avant toute chose. Et ce que nous, on défend, c'est les qualités d'apprentissage, la pédagogie que l'on développe,
et peu importe qu'elles soient enseignées par un Français ou par un Mexicain. Et nous, on est plutôt même ravis d'avoir des professeurs mexicains de grande qualité dans nos équipes. Et d'ailleurs, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on va faire le 28 novembre prochain, en célébrant le premier jour international du professeur de français, donc qui fait partie du plan de promotion pour le français et le plurilinguisme souhaité par le président de la République. On va l'organiser ensemble et ce qu'on souhaite vraiment à travers ça, c'est justement valoriser la diversité des profils des professeurs de français sur Querétaro, qui peuvent être français, qui peuvent être francophones, qui sont mexicains, mais surtout qui sont tous des professeurs qualifiés et de qualité, qui démontrent aussi une forme d'exigence de la part des élèves de Querétaro. D'accord. Alors l'Alliance française, c'est l'enseignement du français, mais c'est aussi une mission culturelle. Vous avez une responsabilité à diffuser, disons, la culture française et à entreprendre des partenariats locaux dans le milieu de la culture. Alors c'est la raison pour laquelle tu as invité Papus sur cette émission. Tu peux nous parler un petit peu de ce que fait l'Alliance française ici à Querétaro? Effectivement, donc nous on a fait le choix en tout cas de bien développer, de bien défendre la partie culturelle de l'Alliance française parce on doit être l'interlocuteur de choix aussi sur ce volet-là et on a une forme de responsabilité comme tu le disais. Et puis moi je viens aussi du milieu culturel auparavant, donc j'avais envie aussi de développer le projet culturel de l'Alliance française. Donc depuis 2 ans on a vraiment renforcé la présence culturelle de l'Alliance française sur le territoire. On a doublé le nombre d'événements culturels, on a une centaine d'événements culturels à l'année. On a presque 30 000 spectateurs, en tout cas publics potentiels sur l'année, si on comprend les globalement sur tous les événements dans lesquels vous êtes investi. Ouais. Et puis surtout, ce qu'on a envie de travailler, c'est la dimension interculturelle. Donc c'est de travailler tous les projets culturels que l'on défend en partenariat avec des institutions culturelles locales. Donc on travaille très bien avec le secrétariat de Cultura del Estado de Querétaro, qui nous aide beaucoup dans un certain nombre d'événements, que ce soit les festivals, mais à travers aussi des musées, dont le musée d'art contemporain. On a aussi développé, on a voulu, en tout cas c'était mon souhait en arrivant, d'appuyer toute la programmation culturelle sur un principe de résidence d'artistes. Ouais. Donc on souhaite qu'il y ait le plus possible d'artistes français ou francophones présents à l'Alliance française ou auprès de nos partenaires pour rencontrer le public, pour travailler sur cette dimension interculturelle. Cette année par exemple en 2019, l'année n'est pas close, mais on aura eu 10 artistes en résidence pour un total environ de 240 jours de présence. Ça veut dire que plus de la moitié de l'année, on a au moins un artiste français avec nous. Et on vous contacte directement ou on passe par Mexico, par la Fédération des Alliances françaises, en candidature par exemple pour une résidence? On travaille de manière différenciée. On travaille effectivement très bien avec la Fédération des Alliances françaises sur un certain nombre de projets. On a aussi un partenariat très fort avec l'ambassade de France et l'IFAL sur un certain nombre de projets. Et on a aussi toute notre partie qui est à notre seule initiative. Soit on le monte de manière bilatérale avec d'autres alliances françaises, soit on ne travaille effectivement que sur le territoire de Querétaro. On a développé toute une stratégie aussi de partenariat avec des collectivités territoriales en France qui nous permettent d'activer un certain nombre de moyens financiers, de moyens humains, mais surtout de partenariats qui nous permettent d'envoyer des artistes en France, d'en accueillir. Toute cette dynamique repose sur un projet au long cours, puisque je considère que l'Alliance française ne doit être qu'un intermédiaire entre des artistes et un public, entre des institutions françaises et des institutions mexicaines. Nous, on est là, nous sommes un facilitateur. Oui, bien sûr. Alors, l'Alliance française de Querétaro, c'est combien d'établissements? Enfin, je veux dire, il y a 2 spots, hein, je crois. 3. Il y en a 3 aujourd'hui. On a 3 succursales. On fête cette année nos 60 ans. D'accord. On est très heureux de ça. D'accord. On a effectivement une succursale dans le centre, qui est un peu la matrice de l'Alliance française, qui est donc dans le centre-ville. On a ouvert en 2016 une succursale à Pueblo Nuevo. Et l'an dernier, une autre à Juriquilla, dans le nord de la ville, puisqu'il y a la ville à 7 ans. Juriquilla. D'accord. Et il y a combien d'élèves? Vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Au bimestre, on est environ à 400 élèves. On a quasiment 900 élèves différents à l'année. Et on a effectivement aussi une forte demande en matière de certification DELF-DALF. On est à plus de 650 candidats à l'année. D'accord. Alors pour en revenir au monde de la culture, on a le bon plaisir d'avoir Papus avec nous aujourd'hui, qui est le directeur du musée de l'art contemporain. Alors l'art contemporain au Mexique, c'est relativement vaste, mais les Mexicains sont très très présents dans le milieu de l'art contemporain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du musée en tant que tel ici à Querétaro? Ça fait 1 an qu'il a ouvert. Ah oui, donc c'est un jeune musée. C'est un très jeune musée. Oui. Et qui est dans un très vieil immeuble. C'est un immeuble qui est de 1680,
qui a été renouvelé et qui a ouvert l'année dernière. D'accord. Donc ça fait juste une année qu'on... Alors, est-ce que vous avez des expositions permanentes ou ce sont des expositions itinérantes? Comment ça se On passe? n'a pas de collection. Vous n'avez pas de collection encore? On est Ouais. en train de commencer à en faire une, mais D'accord. en fait on reçoit énormément, on travaille avec des collections, avec des artistes locaux, D'accord. avec des projets qu'on nous propose, avec des projets aussi que l'on fait. C'est un musée qui est géré par l'État de Querétaro ou c'est un musée privé? Non, ça fait partie de l'État, De l'État de Querétaro. Donc il y a un financement qui est fait par rapport à l'État. par rapport à l'État. D'accord. Alors vos intérêts croisés avec la France, hormis le fait que bon, bah, toi tu sois également français, il y a des intérêts culturels, vous avez des projets ensemble Oui, l'année prochaine, je vais avoir 4 artistes français D'accord. et on est en train de penser à peut-être dans 2 ans avoir une exposition d'art contemporain français. Donc aujourd'hui des noms, par exemple, dans l'art contemporain mexicain connu, niveau mondialement. Bon, il y a Gabriel Orozco qui est peut-être le plus connu, Teresa Margoles, il y a un autre artiste mexicain qui est très connu mais qui est belge, Ouais. qui est Francis Alice, D'accord. qui est belge d'origine, mais ça fait longtemps qu'il est au Mexique et s'est nationalisé. Donc il y a énormément de productions au Mexique d'art contemporain, il y a énormément d'artistes, il y a énormément de musées. D'accord. Le Mexique maintenant fait partie du parcours international. Ouais, on considère que c'est un des champs artistiques les plus en développement au Mexique. Il y a un marché aussi. Il y a un voilà. Il y a énormément de marchés. Il y a Voilà. 3 ou 4 fois par an, donc il y a énormément de galeries, donc il y a vraiment un gros marché. Et toi, ton parcours, donc aujourd'hui tu es le directeur, c'est quoi ton parcours avant pour arriver à ce J'avais poste? travaillé dans des projets d'art contemporain un peu plus indépendants. C'est la première fois que je travaille pour le gouvernement. Ouais. J'avais plutôt travaillé avec des artistes. Ouais. Ici au Mexique. Au Mexique, oui. D'accord. J'avais aussi travaillé avec l'UNAM, mais en tant que Donc l'UNAM, c'est l'Université nationale autonome de Mexico. autonome. Mais donc c'est un peu autonome. C'est financé par le gouvernement, mais Bien c'est sûr. quand même autonome. Et c'est la première fois que j'ai un poste vraiment dans le gouvernement. Donc on a une forte probabilité de retrouver de très belles expositions bientôt dans ce musée. Tout à fait. Hein? D'accord. On est ravis, on a beaucoup travaillé ensemble et puis pour nous c'est une vraie richesse qu'enfin il y ait un musée d'art contemporain à Querétaro. Je pense que ça c'était attendu et il faut vraiment venir visiter ce lieu parce que c'est un lieu assez extraordinaire, ne serait-ce que pour son patrimoine et son architecture. Et puis il y a une vraie exigence aussi dans les propositions artistiques qui sont proposées. Le musée va fêter bientôt ses 1 an avec des œuvres de la collection Rumex. Et je pense qu'il faut vraiment venir. Rumex, qui est une entreprise mexicaine privée dans le milieu des jus de fruits et qui a une fondation. Très forte. Voilà, et je crois que c'est Patrick Charpenel qui était au départ un des curadors, je crois, de Non, il était directeur. Ah, et carrément, il était directeur, Il était directeur, donc mais un c'est Français, aussi mexicain, français d'origine, de Guadalajara, très spécialisé dans l'art contemporain, que toi tu connais très très bien. Oui. Voilà, donc du dynamisme, pas simplement dans l'économie, mais aussi dans la culture ici sur Querétaro. Ouais, il y a un public très friand de culture, D'accord. très intéressé, très en demande aussi. Alors donc il y a visiblement une vie culturelle à Querétaro très intense. Très. Oui, c'est Ouais. très intense, il y a toujours quelque chose à faire. D'accord, bah, très bien, écoutez, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et puis felicidades pour tout ce travail qui est réalisé sur la ville de Querétaro. Merci. Et puis merci à toi. Yann encore une fois pour cette invitation et pour la coordination de cet événement. Alors tu peux nous parler un petit peu de Moser Café, parce que l'endroit est absolument splendide, c'est toi qui l'as choisi. Oui, on s'était dit que c'était plutôt une bonne option de pouvoir faire l'émission ici parce que le lieu est déjà très très beau, ça se verra sur les images je l'espère. Ouais. Et puis pour nous c'est aussi un vrai partenaire culturel aussi puisque Ouais. le Moser Café Culture organise très régulièrement tous les mercredis des concerts, notamment des concerts de jazz. Donc, Ouais. l'Alliance française travaille beaucoup sur ce champ-là et donc on a présenté des grosses pointures. Demain on aura Rémi Panossian trio qui va présenter un concert ici. Et puis Philippe Moser nous accueille souvent et on est en train de développer un certain nombre d'autres projets avec lui, notamment on accueille bientôt un artiste d'origine suisse ici en résidence avec le Moser Café.
Donc on est en train de diversifier un petit peu nos partenariats. Et puis au-delà de ça, ici c'est pas simplement un café, c'est aussi une sorte de fabrique un peu culturelle. Donc il y a un foro avec des spectacles, il y a une école de cinéma Arte Siete avec laquelle on travaille beaucoup. Donc il y a une espèce voilà, une sorte de fort dynamisme. Et puis on aura l'occasion tout à l'heure d'interviewer Philippe Moser, parce que Philippe Moser c'est également le consul honoraire de la Suisse ici à Querétaro. Donc on a même des Suisses ici à Querétaro, donc la communauté francophone est très large. Donc merci à tous les trois, merci Papus, merci Delphine, et puis donc bonne chance pour la suite de tous vos projets ici sur Querétaro. Merci beaucoup. Ganda Mexico, donc là nous sommes sur une capsule économique, on va parler un petit peu des entreprises et du monde des affaires ici sur Querétaro avec deux invités de marque, puisque nous sommes en présence de Raúl Pérez de Celis, qui est le président de la Chambre de commerce franco-mexicaine, alors Capítulo Querétaro, et on va en parler également avec Claire Schmitt, qui est la directrice de cette même association. Alors je ne sais pas, c'est une association, la Chambre de commerce franco-mexicaine? C'est une association, effectivement. D'accord. Alors c'est une association qui est jeune. Qui est très jeune. Ça fait 6 ans que la Chambre de commerce de Querétaro existe. Voilà. C'est Frédéric Bron, d'autres personnes qui ont été à l'origine. Lui, il a été président pendant 4 ans. Et toi, tu es le nouveau président de cette chambre depuis 1 an. Depuis 1 an, et j'étais vice-président pendant 4 ans avec Fred. Et tu étais vice-président avec donc, Fred pendant 4 voilà. ans. Mais la chambre à la ville de Mexico, donc c'est la plus ancienne des chambres oui, c'est la dans première. le pays. C'est la première chambre de commerce franco-mexicaine ici. Alors toi, tu es français, mexicain, tu es mexicain. Mexicain. Ok, mexicain, mais un mexicain qui parle vraiment alors parfaitement le français. Merci. Tu peux nous raconter un peu ton histoire personnelle tu as appris le français comment on est parti. Mon père, il est parti, il travaille chez L'Oréal. Ah, il travaillait chez L'Oréal. Oui. Donc il est expatrié quand j'avais 5 ans. On est venu en France. D'accord. Et ensuite, on a vécu. Tu as vécu en France? J'ai vécu sur Paris pendant 2 ans quand j'étais petit. Oui. Et ensuite, j'ai fait tout le lycée français. Donc, à Mexico. Un peu partout parce qu'il était expatrié. D'accord. Donc, on a vécu à Lisbonne, à Caracas, Bogota, Ah oui, donc Istanbul. c'est vraiment un fils d'expat. Voilà. Un peu comme moi, expat cadres un peu qui partout. ont voyagé un petit peu dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, tu travailles pour une entreprise ici au Mexique, tu as ta propre entreprise. Je travaille chez une entreprise de ressources humaines. D'accord. Donc, l'entreprise elle a déjà 20 ans au Mexique. D'accord. C'est une boîte assez importante au Bajío aussi. D'accord. Donc voilà. Alors El Bajío, c'est toute la région qui part de Querétaro, qui descend vers Léon et qui termine plus ou moins sur Guadalajara. Mais enfin, on appelle cette région El Bajío. C'est tout le centre, du pays. Mexique, Voilà. Donc oui, un peu aussi San Luis Potosí, Un peu San Luis Potosí. avant la Huasteca, D'accord. et Aguascalientes aussi. D'accord. Donc voilà, c'est un peu. Donc toi, tu es à Querétaro depuis combien d'années? Moi, je suis rentré à Querétaro il y a 6 ans à peu près aussi. Tu es revenu sur Querétaro il y a 6 ans. Voilà. D'accord, donc pratiquement au moment où vous avez monté À peu près. la chambre de commerce franco-mexicaine. Voilà. D'accord. Alors Claire, on va te passer le micro parce qu'on a un petit souci de connexion de micro. Alors Claire, bonsoir. Claire, toi, tu es arrivée à Querétaro. Alors au début, tu travaillais à l'Alliance française. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais comme poste à l'Alliance française? J'étais directrice en volontariat international. C'était le dernier poste en volontariat international avant. D'accord. Et donc quand la chambre a été créée, tu as rejoint l'équipe ici de la chambre de commerce franco-mexicaine. C'est ça. J'avais quand même des relations déjà avec la chambre quand j'étais en poste à l'Alliance française. Donc je connaissais très bien Valéria Valdez, ancienne directrice, et puis Frédéric Bron aussi, qui était le président. On travaillait déjà en collaboration à ce moment-là. Et oui, une fois que j'ai terminé mon contrat à l'Alliance française, il y a une opportunité qui s'est ouverte à la chambre. Et j'étais très, très contente de continuer à travailler. Donc toi, tu travailles à temps plein à la chambre, tu dédies ta vie à la chambre en ce moment. Ta vie du matin au soir, c'est la chambre. Le président, il préside, mais toi, vraiment, tu es au quotidien dans l'activité même de la chambre de commerce ici franco-mexicaine de Bajío. Voilà, c'est ça, oui. Alors aujourd'hui, c'est combien de membres et qu'est-ce que vous faites exactement au quotidien? Alors aujourd'hui, on est 120 membres, 120 associés. D'accord. On est une équipe de 4 personnes. Donc je suis accompagnée avec une responsable commerciale. À temps plein? Oui. Une responsable commerciale à temps plein, une responsable d'événements et communication également à temps plein et une personne qui nous appuie sur l'administration pour la partie facturation à mi-temps. Ok. Sur 120 entreprises, il y a combien d'entreprises françaises?
on en compte 38 nous, dans notre réseau. Alors on compte entreprises françaises, pas forcément des entreprises, ça peut être des entreprises qui ont le corporatif en France, mais qui sont fondées comme des entreprises mexicaines, mais toutes les entreprises qui ont un rapport avec la France. C'est-à-dire que... Alors tu me disais ce matin, on avait une petite réunion un petit peu informelle, qu'en tant qu'entreprise franco-française ici à Querétaro, il y avait 58 entreprises. Voilà, c'est les derniers chiffres qui ont été sortis par la... Voilà, donc c'est quand même relativement important, sachant que on ne parle que de la France, mais il y a d'autres pays qui sont représentés. Bien sûr, il y a même plus d'entreprises allemandes que françaises à Querétaro. D'accord, et vous, dans l'association, vous avez également d'autres entreprises étrangères? Oui, tout à fait. En fait, la chambre franco-mexicaine, c'est la première chambre étrangère qui s'est créée dans le barrio. Et du coup, initialement, on a été les premiers à travailler un peu sur ces relations franco-mexicaines, mais on a eu des entreprises qui se sont rapprochées pour participer aux événements, pour essayer d'avoir accès aussi à ce côté européen, on va dire. Et on les a acceptés et ça continue dans ce sens-là, malgré le fait que d'autres chambres européennes c'est une jeune chambre qui a 6 ans, mais qui est très dynamique, parce que d'avoir déjà 120 membres en 6 ans, sachant qu'à Mexico, il y en a à peu près 300 sur une chambre qui a 125 ans. Alors bon, on n'est pas non plus sur la durée, mais je veux dire, ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond qui a été réalisé très rapide et très, très dynamique. Donc c'est une chambre qui a une image de dynamisme très fort sur les réseaux et dans toutes vos activités au quotidien. Oui, c'est ça. Je pense qu'une des forces, en discutant aussi avec l'équipe précédente, parce que nous on est assez nouveau, Raoul a participé depuis le début, mais moi je suis assez nouvelle. Mais vraiment, je pense qu'une des forces, ça a été aussi d'adapter les services et ce qu'on peut proposer à ce que réellement au profil des associés qu'on a, non ? Alors quelle serait la différence par rapport à la chambre à Mexico, par exemple au niveau des services que vous proposez ? Au niveau du type d'événement, par exemple, on sait que si on fait un événement régulier par mois, le même, ça ne fonctionnera pas en fait. Il faut créer des événements différents, peut-être avec des alliances stratégiques qui se renouvellent. On parle par exemple d'événements sectoriels ? Voilà, on essaye de travailler sur des événements sectoriels. On essaie aussi de travailler pas seulement avec les chambres européennes, on travaille avec la chambre canadienne, on essaye depuis longtemps de travailler avec la chambre japonaise. L'American Chamber va s'installer en janvier, ça fait partie aussi des projets de travailler en collaboration avec eux. À chaque fois, dans l'objectif de vraiment ouvrir des nouvelles aires d'opportunités en fait, à nos associés, que ce ne soit pas juste franco-mexicain. D'accord. Et il y a des demandes particulières du fait que vous êtes à Querétaro, donc vous n'êtes pas dans la capitale, vous êtes en province, bien qu'on soit, encore une fois, on n'est pas loin de Mexico, on est à 300 km. Est-ce qu'il y a des exigences particulières du fait que, par exemple, ce sont peut-être, en dehors de quelques multinationales qui sont là, il y a beaucoup de pymes, donc de petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'il y a des demandes particulières par rapport à ces gens-là ? Bien sûr. On a beaucoup parlé du développement de la cadena de suministro. Je ne sais pas exactement comment le Oui, la chaîne de supply. Ça fait partie des grosses demandes aussi. Donc on est en train de réfléchir à créer un comité de desarrollo de cadena de suministro. D'accord. On a aussi beaucoup de changements de personnel, d'augmentation de personnel en fait. Et je pense que c'est très lié au monde industriel. Le turnover au niveau du personnel. C'est très lié au monde industriel parce que ça touche principalement l'opération de production. D'accord. Oui, on va tout. Ouais. Je sais pas si alors les entreprises françaises les plus importantes ici, quelles sont-elles ? Je veux dire, bon, il y a 2 gros groupes, 3 avec les Canadiens qui est Bombardier, Safran, Airbus et une myriade. Michelin, d'accord. Il y a également Michelin ici dans la région. Et donc ces grandes entreprises attirent des fournisseurs en fait, des sous-traitants. Et il y a une myriade de petits sous-traitants. On parlait l'autre jour d'une entreprise qui vient d'investir 30 millions de dollars. Sarelmex. Ce genre d'entreprise arrive ici. Une autre entreprise française qui s'est installée cette année, qui s'appelle la WAC, qui est dans le secteur aéronautique, qui vient aussi, directement pour Bombardier. Et ils fabriquent les tubos en acier pour l'entreprise aéronautique. Alors El Barquillo, sur Querétaro, effectivement, récemment, il y a une industrie, on en a parlé, aéronautique, mais de toute façon, dans le Barquillo, il y a une grosse industrie de l'automobile. Je veux dire, énormément de sous-traitants, de marques américaines qui sont ici, qui fabriquent ici, mais pas que, il y a aussi BMW. Alors, il y a Michelin qui a... Pardon. Il y a Michelin qui a son headquarters, son siège social pour le centre de l'Amérique centrale et Mexico. Et donc c'est une région dans Michelin, c'est assez important comme groupe. Puis on a, par exemple, il y a L'Oréal
qui fait des produits à San Luis Potosí. Ils ont une usine de produits pour les cheveux. Dans le secteur agroalimentaire, il y a Euronutec. Ouais, alors sur le secteur agro-industriel, il y a Euronutec qui est très très grand, qui font l'alimentation pour les animaux, donc pour les chats, les chiens, les chevaux. Alors il y a également au Mexique, il y a les Virbac bovins. à Guadalajara qui eux font les vaccins pour les animaux. Et puis ici dans l'alimentation humaine, il y a aussi une énorme société qui s'appelle Gerber, que tout le monde connaît. Alors bon, c'est pas français, mais maintenant c'est une énorme Nestlé. société internationale basée ici à Querétaro. Alors pour les expats qui viennent au Mexique, parce que l'idée de l'émission c'est aussi non seulement de promouvoir Querétaro, mais d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas ou qui vont venir ou qui ont l'intention de s'implanter dans la région, c'est de parler un petit peu en tant qu'expat. On vit comment en tant comme expatrié ici à Querétaro? Bon, toi qui es française et qui est au Mexique depuis peu, finalement, on vit bien à Querétaro. Oui, on vit très bien. On vit très bien. Querétaro, c'est une très belle ville, clair. Coloniale. Voilà, c'est une très belle ville qui bouge beaucoup. Il y a une offre culturelle très importante, donc c'est agréable. Oui, donc on en a parlé avec l'Alliance française, avec Yann, justement, de cette offre culturelle. Mais au quotidien, le climat, bon, est agréable. Le soleil tous les jours de l'année. Ok, la vie n'est pas très chère par rapport à Mexico ou Pas trop moyen de comparaison, je connais pas bien Mexico. Au niveau du logement, en tout cas, c'est pas très cher. C'est pas très cher. Et au niveau des denrées alimentaires. C'est une grande ville universitaire, il y a pas mal d'étudiants. C'est extrêmement dynamique. Entre l'industrie qui fait un boom, les étudiants, il y a plusieurs universités. Il y a plusieurs universités qui s'installent, comme l'Anáhuac, le Tec de Monterrey, l'Arkansas. Et puis bon, cette image de marque que l'on a à l'international, l'insécurité au Mexique, ici, c'est un rêve, on n'en parle pas, il ne se passe absolument rien ici à Querétaro. Enfin, très peu de choses, délinquance. C'est ça, ils investissent beaucoup en fait, le gouvernement investit en termes de sécurité. En termes de sécurité. Alors il y a un parallèle d'ailleurs avec Mérida à Yucatan, dans l'état de Yucatan. Mérida et Querétaro sont les deux villes qui ont eu la croissance économique la plus forte ces 10 dernières années et qui ont le taux de délinquance le plus bas. Alors l'un peut-être avec l'autre, mais je pense qu'il y a une véritable volonté politique également, en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, comme quoi quand on veut au Mexique, on peut. Et donc ce sont des villes où j'invite effectivement les gens à venir. Querétaro étant une ville extrêmement sûre, on le sent. De toute façon, on est dans la ville, on sent véritablement, on peut pas sortir très tard le soir, il ne se passe absolument rien. Et puis voilà, on passe un certain nombre d'années, on croise beaucoup de gens et finalement il y en aura beaucoup qui ont eu des expériences malheureuses. Donc ça aussi c'est réellement un bon indicateur en fait. Très bien. Mais écoutez, bonne chance et bonne continuité donc pour la chambre de commerce Capítulo Bajío. Capítulo Bajío. Parce que bon, Capítulo Bajío, on a l'impression que c'est une succurale, mais en fait pas du tout. C'est une chambre en part entière. En part entière, on a notre conseil, on travaille beaucoup avec la Chambre nationale aussi. Bien sûr, c'est normal. Donc on essaie de travailler beaucoup, entre les deux chambres. Les équipes, à ce qu'elles puissent travailler. On travaille souvent avec le président de la Chambre à la ville de Mexico. Quand il y avait Olivier Rodney, il y a eu l'ouverture de la Chambre de commerce à Monterrey. Vous êtes sur la route de Guadalajara. Est-ce qu'il y a un projet, par exemple, de chambre sur Pour l'instant, non. C'est le projet à long terme. C'est vrai qu'on aimerait avoir une chambre peut-être à Guadalajara, peut-être à Puebla, où il y a beaucoup d'investissements français aussi. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on essaye de faire marcher la chambre ici et puis ensuite à Monterrey 120 inscrits, 120 entreprises. On peut déjà faire pas mal de choses. Ici, on fait pas mal de choses. Voilà. C'est vrai que nous, on est très présents, mais à Monterrey, ça démarre à peine, donc on essaie de voir comment on va travailler, comment on va la développer, etc. Puis vous pouvez avoir entre vous. Oui, et puis nous aussi le projet, je pense, c'est aussi vraiment de commencer à s'investir plus à San Luis Potosí, à Guanajuato. Ouais, au reste du barrio en fait, parce qu'on est très centré à Querétaro avec 75% de nos associés. Oui, il y a beaucoup d'industries, c'est Laya, Léon, c'est la capitale de l'industrie de la chaussure et de la maroquinerie. Il y a beaucoup d'industries automotrices, il y a beaucoup d'industries alimentaires aussi. Irapuato, c'est la fraise. Enfin bon, il y a vraiment une activité dans l'aliment, dans l'industrie, dans la technologie. C'est une zone fabuleuse. Et nous, peut-être qu'avant d'aller voir à Guadalajara, on va aussi se concentrer ici. Guanajuato pour avoir vraiment des alliances. Guadalajara, c'est un gros morceau. Un morceau à part entière, à mon avis. C'est 6 millions d'habitants. Oui, c'est un peu comme Monterrey. C'est comme Monterrey. Il faut quelqu'un,
Alors qu'ici, on essaie de prendre toute la zone du Baquio. Centre Baquio. On essaie de prendre toute la zone du centre du Baquio. En plus, à San Luis Potosí, tu as BMW, tu as Mazda disons, à Celaya, Salamanca, tu as Toyota et puis voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Nissan à Aguascalientes. Japonais à Guanajuato. Bon ben merci Claire. Non, merci. Merci Raoul. Merci. Et puis, Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Ça marche, merci beaucoup. Au plaisir, à bientôt. Merci. ¿Qué onda Mexico? Nous sommes à nouveau sur ce spécial Querétaro dans la communauté française et francophone et nous avons le plaisir sur cette capsule de recevoir la fondatrice ou la cofondatrice du lycée français international Jules Verne et puis le directeur du lycée Jean Cassongo et Cécile Cherbonnel. Alors la spécificité de Cécile, c'est qu'on se connaît depuis des années, c'est que Cécile a été consul honoraire ici à Querétaro il y a quelques années. Et donc tu as quitté le poste, disons, de consul pour te dédier au lycée, de ce fameux lycée de Querétaro que nous avons visité hier et qui est absolument splendide. Donc je te félicite vraiment avec ton mari Diego du travail qui a été effectué sur ce lycée. Il est absolument remarquable. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu la raison pour laquelle vous avez lancé ce projet qui est un projet absolument pharaonique? Merci d'abord de nous avoir invités et de pouvoir être ici ce soir. Ce projet, il est né comme beaucoup d'écoles qui s'ouvrent dans le monde de manière générale. Parce qu'on a des enfants à un moment donné, et que ces enfants, ils grandissent. Toi, tu es mère de famille, tu as 3 enfants. 3 enfants, tout à fait. Et j'ai fait peur à mon mari à un moment donné parce que je lui ai dit, écoute, les enfants grandissant, j'aimerais qu'on aille sur Guadalajara. Pour aller au lycée français. Ne me dis pas que Diego a eu peur de Guadalajara. Il a eu peur. Et donc, il m'a fait une école. D'accord. Donc, tout est parti en fait d'une nécessité, à la fois pour tes enfants et puis certainement aussi pour les expats et les étrangers qui arrivaient ici sur Querétaro. Il y avait un marché qui n'était pas simplement le tien. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé de reprendre l'école de ma belle-mère, un peu sur un coup de tête. Et je suis, comme disent les Québécois, tombée en amour avec le sujet d'éducation. Et ensuite, donc j'étais aussi consul à ce moment-là, je reçois un coup de fil du gouverneur qui me dit, écoute, voilà Cécile, on va donner des terrains. Qui est preneur? On en donne aux Japonais, on en donne aux Français, on en donne aux Turcs, on en donne ceux qui veulent ouvrir des écoles étrangères. D'accord, donc c'était une donation véritablement dans un processus d'ouverture d'universités, d'écoles Tout à fait. C'est-à-dire que le gouverneur, c'était M. Calçada à ce moment-là, avait très très bien compris les choses. C'est que on est dans une zone très industrielle. Ouais. Mais finalement, l'industrie, elle peut être aussi très très proche. Qu'est-ce qui fait prendre la décision? Oui, alors ce qu'il faut expliquer, c'est qu'à Querétaro, bien évidemment, il y a eu un boom démographique, il y a eu un boom immobilier, et puis il y a des zones qui se sont construites à Purimilla, Sibata, etc. Et donc, on n'est pas tout à fait, on est assez loin quand même du centre, mais ce sont des zones qui sont en pleine expansion. Et donc il y a des besoins universitaires, des besoins scolaires. Oui, mais au niveau gouvernemental, si tu veux, ce qu'il souhaitait, c'est que l'industrie s'installe à Querétaro et non à Silao, et non à Guanajuato, et non à Léon, parce qu'on est très proche. Donc on est sur un processus d'infrastructure générale, y compris dans l'éducation. Donc voilà, finalement, ils se disaient. Alors ça c'est bien, vous avez eu un terrain, ils vous ont donné des facilités, enfin ça n'a pas empêché que il a fallu que vous investissiez beaucoup. Enfin, vous, personnellement, en termes de temps, en termes d'argent, etc. C'est un projet qui est lourd. On a eu le plaisir hier de visiter les lieux avec Jean, qui est le directeur donc, de l'établissement. C'est un très très beau projet. C'est le projet d'une vie, hein. C'est vraiment le projet d'une vie, une école comme celle-là. En termes d'investissement, c'est vrai que c'est un investissement très 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 lourd. Une école qui est prévue pour plus de 1000 élèves. Ouais, donc on est pas
c'est pas un tout petit projet. Quoi. Non, on est carrément sur le lycée de Guada, sur le lycée de Mexico, on est à peu près dans ces proportions-là. Alors Jean, ce qui est intéressant Jean, c'est que toi tu n'es pas français, Oui. mais tu es un francophone, Oui. congolais, tu viens du Congo, Oui. et tu as une présence au Mexique qui est assez longue, puisque tu me disais hier que ça faisait 19 ans que tu étais ici au Mexique. Oui, 19 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ici au Mexique? Ah ben voilà. Donc voilà, je suis arrivé au Mexique. Tout d'abord, c'était, j'ai pris une année sabbatique et je voyageais dans le monde. Ouais. Et Mexique était dans mon parcours, donc voilà. Donc j'ai commencé à Mexico tout d'abord. Alors dans l'éducation? Dans l'éducation, oui, ça fait depuis toujours. Depuis toujours, c'est une passion. Au début, c'était pas un métier. Donc c'est une passion comme ça. Donc durant mon temps libre, voilà. D'accord. Et donc toi, tu as vécu d'abord à Mexico. Tu es resté longtemps sur Mexico, sur la ville de Mexico? 6 ans. D'accord. 7 ans à Mexico. Puis je suis arrivé à Querétaro. Il y avait 2 projets. Déjà, je travaillais avec le TEC de Monterrey à l'époque. D'accord. Donc le TEC, c'est le Tecnológico de Monterrey, voilà, qui est une université très très reconnue et très appréciée ici au Mexique. Aussi, je travaillais comme attaché culturel du consulat général de la République démocratique du Congo ici au Mexique. D'accord. Ok. Donc c'est ça. C'est formidable. Je veux dire, dans la francophonie, avoir des Congolais, c'est assez rare. Donc c'est à souligner. Alors toi, tu es directeur donc de l'établissement. Depuis combien de temps? Ça, c'est ma 3e année. Ta 3e année? C'est ma 3e année au lycée. D'accord. Alors, explique-nous un petit peu comment ça se passe au quotidien, parce que bon, il y a le projet d'ensemble. Toi, tu es véritablement dans le quotidien. Tu reçois les élèves, tu les formes, tu embauches les professeurs. Ça se passe comment au quotidien? Vous avez combien d'élèves et comment ça se passe? Actuellement, on parle de 155 élèves. D'accord. Donc, je travaille. Il y a toute une équipe. Bien sûr. Il n'y a pas que moi. Bien sûr. J'ai vu que vous étiez assez nombreux d'ailleurs. La partie pédagogique, la partie administrative et tout ça. Donc voilà. Donc, vous êtes combien? Actuellement, je parle du personnel. Au total, on parle de 25 personnes. Donc c'est une équipe de 25 personnes. C'est ça. Et donc aujourd'hui, en termes d'élèves, vous avez la maternelle, vous avez la primaire, la secondaire. Vous allez jusqu'en quelle classe? Jusqu'à la 3e. Jusqu'à la 3e. Et l'année prochaine, on aura une autre classe de seconde. Donc vous rajoutez chaque année pour arriver très rapidement au bac. C'est ça. Ce qui a pris des années à Guadalajara, y compris à Mexico aussi. Ça a été assez long le processus pour arriver jusqu'au bac. Donc vous allez dans 3 ans, oui, on sera au bac. Oui, on pourra avoir des étudiants, des élèves qui est en déplacement avec des expats qui arrivent, qui peuvent tout de suite intégrer des classes de seconde, de 3e et puis donc de terminale dans quelques temps. Et la capacité, parce que bon, il y a une capacité de 1100, 1200 élèves. 1200 élèves quand le projet sera complètement terminé. Parce que là, vous êtes en construction sur le deuxième. Enfin, le bâtiment est construit. Et déjà. Mais toutes les installations sur la 2e et 3e étage sont en cours. Reste à aménager le reste. D'accord. Alors au niveau des élèves, au Mexique, les bonnes familles en général apprécient énormément le système éducatif français, qui est particulier. Vous avez combien en pourcentage de familles mexicaines et de familles francophones? Actuellement, je dirais, on parle de 60% de familles mexicaines et 40% entre français et francophones. D'accord. Donc c'est ça. Ouais, donc c'est ça, quand même assez important. La spécificité justement de l'éducation française? Parlons par exemple du système mexicain et c'est que offre, je dirais, ce système français dans l'international aussi, parce qu'il faut reconnaître ici au Mexique quand on parle d'un projet éducatif de chaque famille, donc on vise un peu l'international aussi. D'accord. Donc voilà, donc dans ce cadre-là, je pense que ici au Mexique, ce système français, c'est vraiment intéressant pour ces familles. Alors, à remarquer que tu me parlais hier, on a eu le plaisir de visiter l'établissement avec toi, qu'il y avait une homologation avec la France. Oui, donc là nous sommes homologués cycle 1, cycle 2 et on est en cours d'homologation pour le cycle 3. Donc ainsi de suite, on continue jusqu'au cycle 4, ainsi de suite. D'accord, c'est parfait. Je veux dire donc toute famille qui vient avec des enfants français francophones, ils se retrouvent dans un établissement totalement adapté comme on pourrait l'avoir en France. C'est ça. Alors Cécile, hier on a eu le plaisir aussi de discuter un petit peu avec toi. Il y a des spécificités dans l'enseignement que toi tu aimes bien. Alors il y a les langues, on est au Mexique, ici les gens sont très attachés à parler des langues étrangères. Donc
On va commencer par le français si on est dans un établissement français. Il y a d'autres langues. Puis il y a d'autres spécificités dont tu me parlais un petit peu sur le système éducatif et sur l'école elle-même, quoi. Tout à fait. La spécificité du système français ou d'une école française, c'est pas le français comme langue. Oui. C'est ce qu'on a derrière sûr. en termes d'analyse, en termes de mathématiques notamment. Nos élèves au collège et sur le lycée sont en SNED, qui sont en général des systèmes assez élevés, qui ont obtenu des moyennes de classe l'année dernière avec certains élèves qui n'avaient qu'un an ou 2 ans de français. Moyenne générale de classe qui arrivait presque aux 15 sur 20, ce qui est Important. Ouais. important en termes de classement. C'est pas si on est les premiers, si on est les derniers, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui va se passer avec ces élèves. Ils ont accès à quoi? Et les notes nous disent. Les notes de nos élèves de 3e, de 4e, des élèves qui ont des enfants qui sont dans ces âges-là, ont de très bon niveau scolaire. On apprend aussi, on prépare nos élèves. C'est ça, donc à raisonner et tout ça, donc c'est pas du copie. On apprend à apprendre. Ben voilà, c'est ça. On est à la culture générale, donc, on apprend à apprendre, voilà, à réfléchir, on est dans la critique, enfin, tout ce qui représente ça. la France et que malheureusement dans le système éducatif mexicain, on n'a pas. C'est la spécificité des lycées français en général. Donc je dirais oui. Vous avez combien de nationalités au niveau déjà des enseignants? Des enseignants, donc je dirais on a de Français, de Belges, Canadiens. Ouais. Il y a un Marocain aussi, je crois. Il y a un Marocain. Ouais. L'année dernière, on avait un Suisse. Donc, Suisse, voilà. Donc c'est ça. Et qui sont professeurs des écoles, ça c'est important. On a aussi cette spécificité, c'est-à-dire qu'on est une petite école en termes d'effectifs et en termes du nombre d'élèves. Oui, c'est géant en termes d'infrastructure, parce que vous avez vu très grand. Et bien évidemment, il faut que les enfants s'inscrivent, ils commencent à la maternelle, on monte, etc. Donc ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, mais il y a une vraie capacité. Enfin. Voilà, et il y a aussi une vraie structure. Et on a cette chance, en discutant avec d'autres directeurs d'écoles françaises dans le monde, qui parfois ont plus de peine par rapport à ça, mais nous, on a une vraie chance, c'est que l'ensemble, la grande majorité de nos professeurs, s'ils ne sont pas éducation nationale française, ils le sont d'un autre pays. D'accord. Mais ils ont une vraie formation. Ah, oui, c'est ça. Des professeurs des écoles belges, des professeurs des écoles canadiens. Donc on a des gens vraiment formés à l'éducation. Et ça, c'est une grande Très belle équipe. Oui. D'accord. Alors aujourd'hui, bon, c'est un grand projet. Vous l'avez porté seul, toi et ton mari. Je crois qu'il faut s'ouvrir un petit peu. Vous avez besoin d'aide aussi parce que bon, c'est un projet à long terme, un projet à 10 ans. Et il y a des besoins. Je veux dire, on ne peut pas s'autofinancer uniquement avec les élèves. Alors, ton mari me parlait hier d'une spécificité, c'est que la grande difficulté qu'il y a au Mexique, c'est qu'on peut le système éducatif et les écoles privées, entre guillemets, ne peuvent pas emprunter dans les banques. C'est tout simplement interdit. Et c'est un vrai problème au niveau de la croissance, par exemple, dans la technique et Ce n'est pas interdit, légalement ce n'est pas interdit, mais les banques ne le font pas. Ne font pas. Parce que s'il y avait un souci avec une école, elles préfèrent ne pas. C'est pas politiquement correct de fermer une école. Voilà, donc c'est pas des questions morales. Donc vous vous retrouvez dans des situations difficiles parce que même si vous avez, je veux dire, un flux intéressant avec les élèves et que ça monte chaque année, il y a des besoins financiers qui des fois ne sont pas, je veux dire, couverts, du moins au niveau de la croissance de ce que vous souhaitez faire. Donc c'est un vrai souci. Tout à fait. D'ailleurs, c'est difficile. C'est ouvert. Si nous avons ici des téléspectateurs des auditeurs qui écoutent et qui seraient intéressés par oui, parce que c'est un projet qui est important à la fois pour la communauté, c'est important pour la francophonie, c'est important pour la ville, c'est important également pour le réseau industriel d'investissement étranger qui est ici. C'est un pôle d'attraction. Avoir une école française, c'est quand même important, intéressant et c'est un privilège. Les gens de Querétaro sont privilégiés. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une zone très francophone, avec une industrie française francophone très importante, de Bombardier à Safran. Ouais, les grands groupes, on en a parlé avec la Chambre de commerce, avec différentes personnalités. Il y a beaucoup de PME aussi qui sont rattachés à ces groupes. Et ce qu'il faut savoir, et ce qu'on explique aussi beaucoup aux familles, c'est que l'intérêt de passer par un lycée français te donne la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Bien sûr, en France, en francophonie. Tout à fait.
sans trop d'éviter, mais on n'a pas la nationalité. Hein, on peut dire ce qu'on dit, ce qu'on veut, mais le système français est quand même très élitiste. En France, mais il est qualitatif, donc du fait qu'il est un peu qualitatif, il devient un peu élitiste, surtout dans les pays comme le Mexique. Et puis bon, comme c'est quand même des écoles privées, entre guillemets, donc c'est payant, donc c'est pas tout le monde non plus qui peut accéder à ce genre d'éducation. Puis j'ai vu que vous avez beaucoup de succès, puisque quand on était là en train de visiter l'établissement, il y avait des parents qui arrivaient avec des enfants, et tu les reçois individuellement, avec une visite absolument intéressante. Et ils ressortent, même les enfants, ils sont là avec des yeux qui brillent. Enfin, on va mettre des photos de toute façon pour que vous puissiez voir la qualité de l'établissement. Écoutez, merci d'avoir participé à l'émission. Bravo pour l'initiative. Et puis merci encore pour cette visite. Je félicite vraiment pour l'équipe, l'accueil. On sent qu'il y a une très bonne ambiance dans cette école. Et bon, l'ambiance en général, c'est toujours le patron qui la met, qui l'insuffle. Donc on sent bien que les gens ont envie de travailler ensemble et de continuer un projet sur le très long terme. Tout à fait. Merci. Voilà. Merci à vous. C'était un plaisir. À bientôt. Merci, alors. ¿Qué onda México? Donc je le répète, nous sommes ce soir ici à Querétaro et surtout nous sommes au Moser Café Culture, qui est un des lieux emblématiques de la communauté francophone ici à Querétaro. Alors pour une raison très simple, c'est que le propriétaire n'est autre que le consul honoraire de Suisse. Alors on est très heureux d'être avec toi ce soir et puis merci encore pour cette invitation. Alors c'est Philippe Moser, hein, c'était pas la peine de l'introduire puisque l'endroit porte son nom. Hein? Alors toi, tu es consul honoraire ici à Querétaro, de la Suisse, ici à Querétaro, depuis combien de temps? Bah écoute, ça va faire 1 année et demie en fait. J'ai repris le poste d'une prédécesseur qui avait déjà le poste en place. Et puis j'ai eu après l'opportunité de suivre un peu les projets ici des Suisses à l'étranger. D'accord, donc on va en reparler. Et puis on est en présence également de Magali Bron. Alors Magali, toi tu es la présidente d'honneur, présidente honorifique de l'association donc des francophones de Querétaro. Bonsoir. Alors, bonsoir Magali. Effectivement, donc je représente ce soir l'association Le Centre francophone de Querétaro. D'accord. Qui est présente depuis 2009. D'accord. Alors Magali a aussi une autre particularité, c'est que c'est l'épouse donc de Frédéric Bron, qui a été à l'origine donc de la création de la chambre de commerce franco-mexicaine ici à Querétaro. Donc vous êtes des piliers donc de la communauté française et francophone hein, ici à Querétaro. Alors Philippe, parle-nous un petit peu de la Suisse ici à Querétaro. D'abord, il y a beaucoup de concitoyens suisses oui, alors, écoute, à Querétaro ou pas? On est toujours dans la zone de Querétaro et alentour. On parle environ de 120, 130 Suisses. 120, oui. Ouais, 120. Et puis on a toujours encore les familles qui sont ajoutées à. Et il y a combien de Suisses au Mexique en général, globalement? On est comme dans une quantité autour de 3-4 000. Hein. D'accord. Et c'était une communauté très active aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises suisses qui sont présentes ici au Mexique. Oui, oui. Hein, ils sont très actifs. La plus emblématique étant Nestlé. Hein, on va pas se cacher. Voilà. Donc toi, ici à Querétaro, tu es ici depuis combien de temps? Alors moi, ça fait maintenant 10 ans. Donc 10 ans. On a déjà le café, donc le Moser Café, on l'a déjà pendant 9 ans. Et puis on va fêter l'anniversaire des 10 ans l'année prochaine. D'accord. Alors tu es marié avec une Mexicaine, Sylvia? Tout à fait, qui avec est de... une Chilanga, voilà. Ah, elle est de Mexico. D'accord. Elle est sinon ça n'allait pas. Elle était de Mexico. Voilà, donc de Mexico City. Okay. Et puis de là, on a fait nos premières connaissances. Et puis après, on s'est déplacé un peu partout dans le monde. D'accord. Et on a terminé ici à Querétaro. À Querétaro. Alors l'endroit est absolument splendide. C'est un lieu très culturel. Alors gastronomique et culturel. Tout à fait. Oui. Alors au niveau de la culture, notamment, il y a toute une partie jazz, musique d'ambiance, etc. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu organises? En fait, l'idée, c'était toujours un peu de travailler sur le gastro. Moi, j'ai fait Lausanne, donc j'ai fait une école hôtelière professionnelle. D'accord. Donc tu es vraiment un spécialiste de l'hôtellerie suisse. Voilà. Et puis elle est dans le design. Alors on s'est trouvés ensemble. Alors on a dit voilà, tu t'occupes de l'ambiance et moi je m'occupе d'opération. Alors la décoration est splendide. On a commencé à créer ce projet de Moser. Voilà. Alors il n'y a pas que Moser d'ailleurs parce qu'il y a des boutiques. Voilà, derrière il y a une école de cinéma. Voilà. Donc en fait tout ça travaille ensemble, etc. Et puis bon, Yann Lapoire de l'Alliance française nous disait que vous faisiez pas mal d'événements ensemble, avec des belles soirées. C'est un plaisir de travailler avec l'Alliance française. Ouais, d'accord. On a ce poumon
culturel et on arrive à le provoquer toujours avec l'appui de l'Alliance française et puis aussi avec l'ambassade suisse. D'accord. On fait pas mal de choses. Donc c'est une communauté qui est vraiment très unie. Alors Magali, tu peux nous parler un petit peu du centre francophone de Querétaro? Comment c'est né et ce que vous faites? Oui, tout à fait. Donc c'est né du besoin de quelques familles qui se sont rendues compte que les Français n'étaient pas forcément des familles 100% françaises. Il y avait souvent des configurations avec le papa français, la maman mexicaine. Et on s'est rendu compte qu'en fin de compte, les enfants avaient plus facilement tendance à se rapprocher de la langue maternelle en espagnol. En espagnol, on est au Mexique, c'est un peu naturel que les enfants parlent davantage espagnol. Donc il fallait, un peu la facilité, voilà, il fallait trouver des prétextes, des moyens pour se rencontrer entre francophones, pour maintenir ce lien de la langue française. Et puis aussi le plaisir de se retrouver. Alors, je n'étais pas là au moment de la création. Ça a été créé en 2009, je suis arrivée en 2010. D'accord. Pas très longtemps après. Et aujourd'hui, vous avez combien de membres, combien de familles? Alors, en nombre de familles, on a au maximum 70 familles membres. 70 familles. Avec une moyenne de 4 personnes par famille. D'accord. Et vous organisez des événements, des réunions mensuelles, hebdomadaires? C'est quoi votre planning? Alors, on essaie de se baser sur un événement familial par mois. Ça peut être une sortie culturelle, une sortie visiter un lieu, ça peut être aller à la rencontre. Et alors, on a des soirées avec Mozart Café, Mozart Café. La fameuse raclette suisse. D'accord. Ce qui est une institution pour le CFQ. Chaque année, on organise au mois de novembre, c'est très bientôt. Là, c'est bientôt. On organise une soirée raclette ici et on est en général une trentaine. Exactement. Ouais, parce qu'ici, au Mozart Café, il y a la raclette, mais aussi la fondue, bien sûr. Voilà, tout à fait. On y mange très très bien. Voilà. D'accord. Et alors, dans les autres activités, on a ce qu'on appelle le FLAM, le français langue maternelle. Donc ça, c'est un programme qui avait été développé par le ministère des Affaires étrangères français. Oui, qui s'est énormément développé dans les villes où il n'y avait pas d'école française, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui à Querétaro, mais en fin de compte, on continue. Voilà, mais vous continuez dans la tradition et puis bon, c'est le rassemblement des francophones. On ouvre, alors officiellement le FLAM, c'est l'école maternelle, l'école primaire. Et cette année, on vient d'ouvrir pour les tout petits à partir de 18 mois, donc vraiment le Baby Flam. Le Baby Flam, oui. Ça c'est nouveau, j'avais jamais entendu ça. C'est super, cette année. D'accord, génial. C'est vraiment pour les prémices du langage, que ça soit des gens français. Voilà. D'accord. Alors, quand on dit centre francophone, ça veut dire que vous avez des Français, vous avez des binationaux, vous avez certainement quelques Suisses, et puis vous avez certainement des Québécois, je suppose. Et des Belges. Alors, on apprend bien le français avec les Québécois? On communique. Alors, avec nos amis belges et suisses, on ne peut pas s'empêcher de rire à chaque fois sur le 80, le 90. Il y a des Belges aussi? Oui, on a une communauté belge. On a, au sein du centre francophone, on a 3 familles belges. D'accord. Voilà. Qui sont souvent très sympas d'ailleurs. Les Belges, toujours partout où ils sont très très sympas. Il y a un autre événement auquel le centre francophone participe chaque année, c'est le Festival des communautés étrangères. D'accord. Et toi, Philippe, aussi, tu représentes la Suisse également. Voilà. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans, organisé par le Municipio de Querétaro. Et c'est un vrai plaisir de représenter la France à cette occasion. On a même monté une équipe de French Cancan. Ah oui, bon, ça c'est vraiment une chose à voir. Et voilà, chaque année, on a notre petite démonstration de French Cancan. Ah oui, d'accord. Bon, je vois que c'est très complet. Non, mais je vois, ce que je remarque surtout, c'est que Querétaro, c'est pas mondialement connu. C'est une ville qui est très proche de Mexico, mais il y a une communauté qui est extrêmement dynamique. Et puis surtout, entre tous les francophones, vous faites vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Donc pour les gens qui viennent de l'étranger, et notamment pour les expats qui vont venir au Mexique, on a bien compris que Querétaro, c'était un endroit extrêmement agréable où vivre. Il y avait une communauté très sympa et très dynamique. On y mangeait très bien, parce qu'en dehors de ça, je veux dire, la gastronomie locale ici, dans l'état de Querétaro, est absolument incroyable. On a une sécurité totale.
On espère qu'elle reste voilà, comme et ça. c'est une ville très moderne, avec des infrastructures nouvelles. Donc pour s'y loger, on a vraiment tous les avantages de l'Europe et en même temps tous les avantages du Mexique. Mais il ne faut pas trop le dire. Oui, non, mais il faut le dire parce que clairement, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer. Les gens nous appellent souvent en disant, mais vous vous rendez compte, on va au Mexique, avec l'image de marque qui est au Mexique, comment ça se passe? Bon, là, c'est l'occasion, à travers ce genre de missions et de capsules, de parler avec des gens qui vivent la réalité au quotidien. Et on s'aperçoit que finalement, on est aussi bien ici qu'on pourrait l'être à Valence ou à Barcelone, dans les mêmes conditions finalement. C'est la grande surprise à chaque fois que nous recevons de la visite de France, mais c'est super moderne, c'est super développé, et qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce que c'est agréable. Alors, est-ce que l'association, par exemple, comme Mexico Accueille à Mexico, vous avez un rôle d'accueil par rapport à toutes ces nouvelles familles expats? En fin de compte, on est contacté très régulièrement via notre site internet. D'accord, donc on peut rentrer sur le site Tout à fait. et puis on peut vous contacter pour avoir des informations si vous avez l'intention de venir vivre ou vous installer ici à Querétaro. C'est une association à but non lucratif, donc on donne des conseils, on donne des recommandations. Oui, exactement comme Mexico Accueil, voilà, qui sont partenaires, je le rappelle, de l'émission Que Onda Mexico. Et on a une page Facebook qui est assez dynamique aussi, pareil, Centre francophone Querétaro. D'accord. Et on a pas mal de gens qui nous contactent comme ça pour... oui, pour avoir des informations, pour savoir un petit peu, pour s'introduire, disons. Autre parenthèse aussi, on est régulièrement contacté pour des livres en français. Et il se trouve que, de par la rotation... Mais là, il y a une belle collection là, derrière toi. Philippe, il a anticipé déjà les besoins. Là, il y a au moins déjà 300 ou 400 livres disponibles. Voilà. On a la chance d'avoir pu bénéficier de nombreuses donations. D'accord. Et de ce fait, on a à disposition une bibliothèque adulte, mais également une bibliothèque enfant bien achalandée et gratuite. Il suffit de nous contacter et, très bien. Et voilà, ça fait partie des services. Ça donne envie. Philippe, c'est quoi l'adresse de ton site ici? Alors ici, le Moser, donc c'est www.moser-café. Culture avec K de kilo, donc ça c'est un peu la partie. C'est culture, c'est la partie voilà, suisse allemande. Voilà, culture.com. D'accord. Et là on trouve en fait toutes les astuces, tous les projets culturels. D'accord. Et vous avez un agenda de toutes les activités qu'il peut y avoir. Alors j'ai remarqué quelque chose qui est très suisse. Il y a une énorme table. Alors, on en a une ici, mais on a une autre table qui est une table commune. Oui. Et tu as un menu spécial pour les gens qui s'assoient avec d'autres gens côte à côte sans se connaître. Voilà, il y a un prix. C'est significatif d'ailleurs la réduction. Et l'idée c'est de pouvoir manger donc le menu du jour en étant assis avec des gens qu'on ne connaît pas forcément. Exactement. Et j'ai vu à midi c'était plein. Je voulais m'asseoir, mais c'était plein. Ouais, t'aurais dû venir, on aurait pu s'arranger. En fait c'est l'idée communautaire, c'est d'avoir un banquier en face. Mais par contre j'ai pris le menu qui était vraiment excellent. Mais le fait d'être assis ailleurs et seul, c'est forcément un peu plus cher. Donc, je veux dire, ce sont des initiatives comme ça qui sont marrantes et qui sont très sympas. En communautaire. Voilà, très sympa. Bah, écoutez, je vous remercie à tous les deux. Merci Philippe. Merci Magali. C'est vraiment très, très agréable de vous avoir sur l'émission. Et puis, je vous souhaite bonne continuité dans toutes vos activités. Beaucoup de succès ici pour le Moser Café. Beaucoup. Et puis, beaucoup d'initiatives là pour le centre francophone de Querétaro. On est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles, volontaires. Et puis, bien le bonjour à Frédéric. Muchas gracias y nos vemos al ratito. Que onda Mexico. Donc pour terminer cette série d'interviews, nous avons le plaisir de recevoir 3 entrepreneurs, chacun dans des secteurs un petit peu différents et qui travaillent tous sur la ville donc, de Querétaro. Alors j'ai avec moi Mathieu Fresco qui est le DG de WashTech. Alors toi, ta spécificité, on en parlera tout à l'heure, c'est que tu es au Mexique déjà depuis 17 ans et tu as monté une entreprise finalement mexicaine et qui travaille des multinationales et des entreprises internationales ici à Querétaro. Ensuite, nous avons Lina Suarez. Alors la spécificité de Lina, c'est qu'elle est colombienne. Elle travaille pour un groupe français qui s'appelle
Excent en France. Elle a été détachée de France pour venir travailler ici au Mexique. Et puis avec nous, un jeune Gascon de ma région qui est en VIE, en volontariat international entreprise. Ça fait 1 an que Clément Laborde est ici au Mexique et il va nous parler un petit peu de son expérience en tant que jeune entrepreneur employé de société française ici à Querétaro. Alors on va commencer avec toi Mathieu, puisque tu es le plus ancien des trois et c'est celui qui a certainement la plus grande expérience au Mexique. Alors toi tu es vraiment dans la technologie, ça fait 17 ans que tu es au Mexique? C'est ça fait 17 ans que je suis arrivé au Mexique. D'accord. J'ai vécu initialement à Mexico City pendant 2 ans et après ça fait 15 ans maintenant que je suis à Querétaro. Alors tu me disais, tu as maintenant 3 entreprises, oui. La principale étant WashTech. Alors explique-nous un petit peu ce que c'est WashTech, parce que bon, là on rentre dans des spécificités très techniques, parce qu'on est à Querétaro dans une zone technologique. Exactement. Et là on parle vraiment de haute technologie. Alors explique-nous un petit peu ce que tu fais. Alors nous on développe des machines qui servent pour faire du nettoyage industriel pour les pièces automobiles et les pièces aérospatiales qui vont être assemblées sur les lignes de production. Et donc on fait des machines aux spécifications des clients pour qu'ils puissent réussir leur assemblage et que les freins fonctionnent, que les moteurs d'avion fonctionnent, etc. D'accord, donc c'est vraiment de la haute technologie, voilà, et puis on est dans la précision. C'est-à-dire on essaye d'enlever le plus de particules possible et on va avoir des spécifications qui vont être en microns comme dans l'usinage. Non, on va avoir des précisions qui sont dans des millièmes de millimètres. D'accord. Alors ton entreprise, elle est mexicaine. Tu l'as constituée, voilà. Au Mexique. On l'a créée à Querétaro il y a 5 ans de cela, 4 ans et demi on va dire, presque 5 ans. On va bientôt avoir l'anniversaire. Et on a développé ces machines pour attaquer un petit peu le marché de la manufacture de précision et à l'international. Donc en fait la caractéristique de cette entreprise, c'est que les premiers clients qu'on a eus, en fait, c'était tous à l'international. C'était tous aux États-Unis. Donc on était vraiment dans une vision export, production mexicaine, export. En effet, au début, nous, on avait plutôt voulu développer quelque chose pour avoir un retour national. Mais les premiers retours vraiment forts qu'on a eus, ce sont des entreprises internationales. On a tout de suite été bien appréciés, bien reconnus par le marché international. Et on a pas mal vendu à l'export au début. Et là, maintenant, depuis à peu près 1 an et demi, on a essayé de se dédier un petit peu au marché mexicain et on commence à vraiment bien vendre sur le marché mexicain. D'accord. Tu as des clients prestigieux ici sur Querétaro, par exemple? Alors sur Querétaro, on a des clients comme le groupe Safran, on a des clients comme Dana, par exemple. Donc Safran qui fabrique toutes les pièces en fait des Airbus et des avions, les sièges, je crois, les moteurs d'avion. Principalement, on fait pour la motorisation. Les machines qu'on a vendues, je crois qu'on a à peu près une dizaine de machines chez Safran et c'est toutes pour des pièces. Les trains d'atterrissage aussi, ils fabriquent ici. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas de machine dédiée pour le lavage des freins. Okay. On fait juste pour les turbocompresseurs et pour les ailettes des réacteurs. D'accord. Alors toi, Lina, tu travailles pour une société française qui s'appelle Excent. C'est ça. Et donc, c'est dans l'ingénierie, je crois, aéronautique également, c'est ça? Tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais au quotidien? Donc, le groupe s'appelle Excent, c'est un groupe toulousain de 800 personnes. D'accord. On est intégrateur de solutions industrielles, c'est-à-dire on fait toute la partie ingénierie et ensuite on livre directement des outillages bord de ligne, c'est-à-dire rien vole, mais plutôt on fait tout de ligne d'assemblage pour le moteur, pour déplacer les moteurs d'avion. Donc notamment aussi on travaille pour le groupe Safran ici à Querétaro. Et vous êtes nombreux dans cette entreprise ici au Mexique? Ici actuellement on est 3-4 personnes. Ouais. On a ouvert en 2017, donc on est encore... D'accord, donc vous venez d'arriver. Exactement. Donc vous êtes dans le processus de suivre effectivement... et tout ça, oui. En fait à la base c'est Safran à Toulouse directement qui nous a demandé d'avoir une présence ici à Querétaro. Parce qu'on avait des projets avec Safran Querétaro, mais depuis la France. D'accord. Chose qui n'est pas très pratique du coup. D'accord. Et c'est pour ça qu'on a donc ouvert cette filiale. Et maintenant, en fait, on a un nouveau produit qui s'appelle le Jackson. C'est dédié à la partie MRO. Et on compte développer ces produits à partir du Mexique en Amérique latine. D'accord. Et il y a des projets d'investissement ici au Mexique? Oui, en effet. Oui. Sont chiffrés, c'est... Je ne peux pas communiquer les chiffres. Non, on ne peut pas, d'accord, ça reste confidentiel. Mais il y a des investissements qui vont se faire dans les mois et les années à venir. En fait, là, les premières années, c'était pour voir un peu le potentiel qu'il y avait, les entreprises, les investissements. Et de toute façon, Querétaro,
il grandit de plus en plus. Et le secteur aéronautique, moi, c'est ce qui me concerne. Bien sûr, c'est il y a beaucoup d'investissements aussi, donc c'est toujours intéressant. De plus en plus. Exactement, pour nous de développer. Alors toi, Clément, tu es donc en volontariat international entreprise, ça fait un an que tu es ici. Et toi, par contre, tu es dans l'agroalimentaire. Moi, je suis un petit peu à part, oui. Voilà, donc tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait l'entreprise Gauthier Semences. Oui, alors en fait, nous, on se dédie essentiellement aux semences de horticoles, en fait. Ouais. Donc tout ce qui est tomates, laitue, courgettes et autres. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit, ça fait un an que je suis au Mexique et on a pour le but de développer notre implantation ici au Mexique avec les producteurs locaux qui sont souvent à l'échelle des usines agroalimentaires. Alors tu me disais tout à l'heure, c'est pas transgénique, hein. On est sur des semences sélectionnées. D'accord. Mais rien à voir avec des OGM. D'accord, rien à voir. Ok. Le marché est considérable ici au Mexique. Le Mexique est un gros exportateur de tomates notamment. Exactement. Le Mexique, en fait, c'est un peu pour les États-Unis son principal exportateur du Mexique. Les États-Unis, surtout en tomates, concombres, poivrons, piments aussi. Et donc en fait, c'est un marché très intéressant pour des nouvelles entreprises comme la nôtre. D'accord. Et cette entreprise, elle est au Mexique depuis longtemps ? Non, en fait, c'est une entreprise qui a plus de 60 ans maintenant en France. C'est une entreprise familiale qui a été fondée à côté d'Avignon, à Erague. Et ça fait un peu plus de 8 ans maintenant qu'on a une présence au Mexique. Mais réellement, je suis la première personne que l'entreprise a eu le choix en fait, d'envoyer sur place au Mexique. D'accord, donc c'est toi qui fais l'ouverture du marché. C'est un marché qui était déjà ouvert par d'autres responsables de l'entreprise. D'accord. J'ai pris le relais sur des producteurs avec qui on travaillait déjà. Mais j'essaie de créer une nouvelle relation avec des nouvelles personnes. Oui, donc ce sont quand même des grosses responsabilités. Enfin, t'as beau être en VIE, c'est des responsabilités qui sont importantes. Tu connaissais le Mexique avant de venir ? Je ne connaissais pas du tout le Mexique. Non. Moi, je suis sorti d'école d'agronomie de Purpan en 2018. Tu parlais l'espagnol ? Je parlais espagnol, mais évidemment, c'est toujours plus simple de performer sur une langue quand on est vraiment dans un pays qui la parle. Ouais. Et donc, je suis arrivé en octobre. J'ai appris à améliorer ma langue, à m'accoutumer aussi à la culture locale qui n'est pas forcément la même que la France. Bien sûr, c'est même très différent. Il y a un temps d'adaptation. C'était un challenge mais qui m'intéressait parce que voilà, j'étais attiré, je ne sais pas pour quelle raison, par l'Amérique latine. Ouais. Et aujourd'hui, je me sens bien au Mexique, oui. bien dans mon travail et bien dans mes. Et tu as l'intention de rester au Mexique ? Ça te plaît ? Pour l'instant, j'ai un an de plus à faire ici à Querétaro. Et dans l'avenir, on verra les possibilités qui se présentent à nous. D'accord. Alors, je reviens sur Mathieu, parce que toi, tu as une grande expérience ici au Mexique. Querétaro, tu es à Mexico aussi à un moment donné. Querétaro, on vit bien à Querétaro. On vit excessivement bien à Querétaro. Je crois que c'est d'ailleurs un petit peu l'Eldorado au niveau du Mexique. Ouais. Le niveau de vie est très appréciable. Moi, dans mon cas, j'ai besoin aussi un petit peu de main-d'œuvre qualifiée. Il y a de la très bonne main-d'œuvre, très qualifiée. La ville est de taille raisonnable, c'est un petit peu disproportionné. Oui, pour le Mexique, c'est une petite ville, il y a 1 million d'habitants, ça reste une petite ville au Mexique, entre guillemets, enfin une taille moyenne, disons. Il n'y a pas beaucoup. On a tout ce qu'il faut, le climat est magnifique, les offres de restaurants, de vie sociale. Vie culturelle, on a parlé avec l'Alliance française, avec nos différents invités. C'est vrai qu'il y a une offre pléthore par rapport à tout ça. La sécurité est au top. La sécurité est top. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'industries. Il y a aussi des nouvelles technologies qui sont captées, qui viennent beaucoup par ici. Comme c'est un endroit qui est très facile à vivre, où il y a une qualité de vie qui est vraiment très très bonne, en fait, toutes les new tech, elles viennent un petit peu ici. Il y a une vraie attraction qui se réalise. Exactement, et les gens préfèrent venir faire des sociétés d'ingénierie. Je ne sais pas, par exemple, il y a les gens de General Electric qui ont monté une entreprise de recherche et développement pour faire des designs de turbines de fabrication électrique. Donc il y a une quantité pas possible d'ingénieurs qui viennent travailler sur du design, des choses comme ça, qui ne sont pas des industries qui sont traditionnelles au Mexique. Au Mexique, normalement, on faisait juste de la manufacture, toute bête, tout simple, pas cher. Et maintenant, ici au Barquillo et en particulier à Querétaro, tu as vraiment des industries qui sont avec de la haute valeur ajoutée.
Et donc ça se ressent vachement sur le niveau de vie, c'est vraiment appréciable. Alors Lina, toi tu es de culture française, même si tu es colombienne. Le fait d'être colombienne, française, venir au Mexique, c'est un choc culturel. Donc qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à ça? Parce qu'effectivement il y a un temps d'adaptation, il y a des différences. Même si tu es latine, Colombie, Mexique, il y a des grandes différences culturelles. Alors raconte-nous un petit peu ton expérience personnelle. C'était intéressant parce que du coup je suis partie, ça fait 10 ans de Colombie. Donc j'ai quand même cette culture française. Oui, tu es très forte, bien sûr. Ça, exact. Donc oui, un choc culturel, mais je pense qu'aussi le fait d'avoir cette partie latine, je me suis adaptée facilement. Bon, alors le fait de parler l'espagnol déjà ça aide, d'accord. Mais alors après il y a des grandes différences entre les Colombiens, les Mexicains. Bon, les Français mexicains c'est énorme. Oui. C'est un gap culturel considérable. D'abord ici au Mexique le non n'existe pas. Nous on commence nos phrases avec non mais tu sais, donc on est toujours dans la négativité. Enfin bon, il y a des adaptations qui sont à faire. Oui. Toi en tant que Colombienne? En tant que Colombienne, j'ai trouvé il y a quand même une différence culturelle. C'est-à-dire que nous aussi, je pense que c'est latino ça. C'est pas que les Mexicains. Je pense que c'est plutôt Amérique latine. On est très oui parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on veut pas dire non, parce que voilà. Donc c'est mexicain, mais c'est aussi latino. Donc, et tu t'entends bien avec des collaborateurs mexicains? Oui, tu t'entends super bien. Après, j'ai les deux, on va dire, les deux casquettes. Donc, j'ai mes et ils te voient plus comme française ou comme colombienne d'ailleurs? Non, un mélange. Ouais. Voilà. Bon, physiquement, c'est colombien, mais dans le travail, ça doit être français. Quand je parle l'espagnol, c'est très latino. Mais oui, j'ai beaucoup d'influence du coup française, même dans la partie professionnelle. Professionnelle, oui, surtout, je dirais même, parce que tu as été formaté. Exact, j'ai toute la formation. C'est pas pour rien qu'ils t'ont envoyé. Ils savent que tu es parti en tant qu'ambassadeur du groupe, à mon avis. Tu as dû être formaté pour représenter. Oui, il y a cette partie-là, mais sinon, je m'adapte facile à un Mexicain ou un Français et j'ai pas de soucis avec ça. Ok. Et toi, Clément, le choc culturel, quand on arrive de France, toi, tu as étudié à Toulouse, c'est ça, dans la région? J'ai étudié à Toulouse, oui. À Toulouse, oui. École d'ingénieur à Toulouse. D'accord. J'ai fait 5 ans. Je suis originaire du Gers. Oui, bien sûr. Bon, ce que j'ai pu retrouver avec la France comme lien avec le Mexique, c'est que les deux pays aiment beaucoup la gastronomie. Ouais. Et disons que ça, c'est il y a des points d'intérêt communs, disons. Et dans le travail? Dans le travail, c'est très une relation latine, donc c'est très toujours les bienvenus. Après, c'est des relations, on va parler de beaucoup de choses, et puis après, on va vraiment se centrer sur le travail lui-même, sur les projets. C'est vrai qu'il y a un travail d'approche qui est long, parce qu'il faut connaître les gens. Il y a le temps de gagner la confiance. Voilà. Et puis après, que les gens aussi se rappellent de notre tête. Alors ça, puis donc il y a un professionnalisme aussi que tu apportes par rapport à tes connaissances. J'essaie de le faire. Voilà. Les Mexicains apprécient beaucoup le professionnalisme. Ils attendent toujours beaucoup du professionnalisme français, mais surtout de la savoir-faire qu'on peut avoir et de ce savoir-faire. Ils sont toujours à l'écoute et ils aiment beaucoup pouvoir discuter de sujets très pointus avec nous. Et vivre à Querétaro, alors, t'es célibataire? Non, alors j'ai une copine mexicaine. Et puis je me suis très bien adapté à la vie mexicaine. J'ai trouvé de très bons amis via le rugby. Ah, ça peut surprendre. D'accord, j'allais te poser la question si effectivement tu... Et voilà, et après de bons amis français aussi qui vivent ici. Et voilà, tout ce mélange fait qu'on s'adapte bien et puis qu'on reste assez ouvert d'esprit et toujours gourmand de découvrir d'autres personnes et de pouvoir discuter de nouvelles choses. Mais Querétaro, c'est agréable, quoi. Querétaro, c'est une ville très agréable. Moi, j'aime beaucoup le côté très typique du centre, avec toutes les facilités en fait qui est autour, avec tous les centres commerciaux, et on ne peut jamais de rien à Querétaro. D'accord. Alors, et d'ailleurs, le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers qui arrivent, ça gêne pas. Enfin, je veux dire, les Mexicains, ils sont au contraire, ils sont très ils sont ouverts par rapport à ça. Oui. Ils se sentent pas du tout. C'est pas une nouvelle invasion. Tous ces groupes étrangers qui arrivent, ils le prennent plutôt bien. Ils sont même très demandeurs. J'adore parce que à Toulouse, moi j'ai vécu quelques années à Toulouse, et on a aussi cette culture, plutôt multiculture qui s'est réunie à Toulouse. Et ici à Querétaro, je trouve aussi il y a des Asiatiques, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup de Français, Allemands, Canadiens. Mais la communauté française, je trouve qu'elle est très forte. Américains des États-Unis. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que les Mexicains adorent partager leur culture, nous faire découvrir. Ouais, ils sont très fiers. Et puis de notre côté, nous aussi, on est contents de leur faire un plat français, de leur faire manger une baguette qu'on a trouvée tout se passe bien alors. Française. C'est genre de choses, donc c'est toujours agréable. D'accord.
Bon, très bien. Écoutez, je vous remercie pour ces différents témoignages à différents niveaux dans ces entreprises françaises ici à Querétaro. Et on voit encore une fois, on en a parlé avec les représentants de la Chambre de commerce, d'autres personnalités qu'on a interviewées. On sent que véritablement c'est dynamique, que les gens aiment vivre ici, qu'ils apprécient véritablement d'être à Querétaro. C'est pas du tout un sacerdoce. C'est un vrai plaisir. Et puis toi qui es là depuis des années, bon, tu es mexicain maintenant, je veux dire. Je suis un petit peu plus de ce côté-là, mais même tous les gens qui viennent éventuellement pour des missions d'1 an, 2 ans. Voilà, ils sont welcome. Un peu la larme à l'œil quand ils rentrent. Voilà, quand ils rentrent, quand ils repartent, c'est compliqué. Donc pour tous ceux qui veulent venir, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, expat, etc. Il n'y a vraiment aucun souci pour s'intégrer. Et puis c'est véritablement un grand plaisir de vivre dans la ville de Querétaro. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci bien d'avoir participé. Je remercie véritablement tous ces intervenants, que ce soit l'Alliance française, Monsieur le Consul, qui est venu spécialement ce soir parce que normalement il n'était pas disponible, et puis la Chambre de commerce, le Centre francophone de Querétaro, donc tous ces gens qui participent, le lycée français avec Jean et puis Cécile, tous ces gens qui participent, disons, à la présence de la France et ici à Querétaro dans un projet souvent à long terme, donc, et qui nous ont partagé, disons, le plaisir qu'ils ont de vivre dans une ville très proche de Mexico et qui est une ville extrêmement dynamique et d'une grande vitalité. Donc voilà, merci bien et à la prochaine donc sur Que Onda Mexico. Gracias.